Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du live coding. Donc, aujourd'hui, nous recevons Christophe Cadet de l'agence de Rennes et nous allons parler algogénétique. Alors, bonjour Christophe, Bonjour à tous. je rappelle juste petite consigne. Merci de couper vos caméras, couper vos micros et vous pouvez poser vos questions via le chat. Et je me chargerai de les transmettre à Christophe. Donc, on y va. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous redonner quelques points sur les algogénétiques? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Oui, je vais te partager mon écran sur mon IDE. Voilà. Donc, on va reprendre les concepts et puis les phases de l'algorithme génétique, tel qu'on l'a vu la dernière fois dans le Café Tech, notamment parce que tous ces concepts vont devenir des classes ou des interfaces. Et toutes ces phases vont devenir des méthodes ou des classes portant des méthodes pour évaluer, sélectionner, etc. Alors, je rappelle qu'on avait posé un certain nombre de concepts. Le premier concept qui va nous intéresser ici en termes d'interface ou de classe, c'est le concept d'individu. Et les informations que va apporter cet individu seront de niveau chromosome ou gène. Donc la première interface que l'on va regarder, c'est une interface d'individu. Au-dessus, on a le concept de génération. La génération contient plusieurs individus. Alors on peut mettre la génération ou la population au même niveau. Généralement, la population contient des générations ou la population fait le recensement des générations. On va expliquer au fur et à mesure ce que c'est que ce recensement. S'il n'y a pas de questions sur la partie concept, on peut passer aux différentes phases. Donc à partir de génération d'individus, il va se dérouler différentes phases dans l'algorithme. La première phase, c'est de générer tous les individus de la première population. Donc on va manipuler ici le concept d'individu et le concept de génération. Peut-être aussi le concept de population. Ensuite, on va venir immédiatement évaluer tous les individus de cette première génération, des fois que la génération aléatoire nous ait déjà généré une solution acceptable. Une solution acceptable optimale. Si c'est le cas, eh bien, l'algorithme s'arrête, on a eu de la chance, et on obtient immédiatement une solution acceptable et utilisable. Si ce n'est pas le cas, on va reprendre tous les individus de cette génération. Un par un, on va les sélectionner. Alors, qu'est-ce que ça consiste de sélectionner un individu? C'est de le scorer et puis de voir s'il est retenu pour la phase d'après, pour le croisement. En termes d'algorithme, c'est juste un flag qui va être positionné à vrai au niveau de l'individu. Tous les individus qui sont sélectionnés peuvent prétendre à la phase suivante de croisement. Tous les autres peuvent être potentiellement éliminés par la génération. Il suffit de déclencher la phase d'élimination, ils seront éliminés. Donc, phase de croisement, là, on va déterminer comment on croise. Généralement, on sélectionne deux individus et on croise les informations qu'ils portent pour créer de 1 à n individus dits enfants. Ici, on verra dans l'algorithme, on a choisi de sélectionner deux individus et de les croiser pour obtenir deux enfants. Donc, comme je l'ai dit, tous ceux qui n'ont pas été croisés et qui n'ont pas été sélectionnés sont éliminés. Et on boucle jusqu'à ce que l'évaluation nous trouve une solution acceptable. Donc, on avait dit qu'il y avait quelques questions fondamentales à se poser à chaque étape. Première question fondamentale, comment je génère la population initiale, comment je l'évalue, comment je la sélectionne, comment je la croise, comment je l'élimine. Combien? Oui, parce qu'on va voir avec l'algorithme que le nombre d'individus que l'on met dans chaque génération va conditionner l'efficacité de l'algorithme. Combien d'individus dans la population initiale, combien j'en sélectionne, combien j'en croise, combien j'en élimine, etc., etc. Tout ça dans l'optique d'optimiser l'algorithme et qui nous rende une solution acceptable le plus rapidement possible. Et puis enfin, on avait dit que la grande difficulté des algorithmes génétiques qui peut faire que ça se transforme en limite, c'est d'être capable ou non de scorer, d'évaluer les individus. Alors, la question qui se pose à ce niveau-là, c'est
comment est-ce que j'évalue un individu et comment je détermine qu'il ait une solution acceptable. Néanmoins, l'objectif aujourd'hui, c'est bien de vous prouver qu'en Java, il n'y a pas de difficulté. La difficulté va être rencontrée dès lors qu'on va essayer de prendre le problème dans son ensemble. Mais un problème trop complexe, bien souvent en le coupant en phases moins complexes et en traitant individuellement chaque phase, eh bien on arrive pour chaque phase à quelque chose de relativement simple. Donc on peut commencer par l'individu. Alors, je vais quand même expliquer la philosophie de l'algorithme. Ici, je ne cherche pas à coder un algorithme spécifique pour trouver un mot secret. Je cherche à coder un moteur d'algorithme génétique qui soit suffisamment générique pour être utilisé dans tous les cas et pour être utilisable à partir du moment où le problème auquel je suis confronté peut être transformé en une information, une suite de bits à 0 ou à 1. Eh bien, ce moteur sera capable de traiter la problématique. Donc forcément, en Java, pour faire ça, il va falloir qu'on parle de généricité. Je vais faire un peu de ménage sur les commentaires pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc puisqu'on parle de généricité, déjà on va trouver des types génériques. Ici un type T. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Et on se rend compte que l'individu n'est pas une classe, mais une interface. Oui, parce que je suis en train de fournir, enfin d'écrire un algorithme qui va fournir un service à un développeur qui va utiliser ce module. Hein, et ce développeur sera chargé d'écrire la classe qui implémente cette interface individu. Pourquoi ici je ne fournis pas une première classe? Eh bien tout simplement parce que mon algorithme générique va déclencher des méthodes, donc il a besoin de déclencher des services, mais il n'a pas besoin de connaître l'implémentation, il n'a pas besoin de savoir ce qu'est l'individu au moment de l'exécution. D'accord. Alors, pour le reste des algorithmes, qu'est-ce que j'ai besoin au niveau d'un individu comme service? Ben, j'ai besoin de pouvoir avoir accès à sa valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un individu? Ici, on va rechercher un mot mystère. Ben, la valeur d'un individu, c'est le mot qui le caractérise. Bien évidemment, à une certaine phase, j'aurai besoin de lui mettre cette valeur, puisqu'il y a des phases de croisement, etc. Donc cette valeur va évoluer. Donc j'ai le setter qui va avec, toujours de type T. Voilà. Cet individu, au moment de la phase d'évaluation, il va obtenir un score. Donc l'évaluateur doit pouvoir lui mettre un score, la méthode set qui est en dessous, ici. Et pour pouvoir savoir si ce score est suffisant pour représenter une solution acceptable, il faut pouvoir accéder à ce score. Donc le getter et le setter qui vont avec cette information. Ensuite, l'évaluateur, lorsqu'il va traiter l'individu, il va être capable de positionner un flag, on l'a dit tout à l'heure, qui va désigner cet individu comme une solution acceptable. Dans une génération, on pourra très bien avoir plusieurs individus qui sont des solutions acceptables. Ils auront potentiellement des notes différentes, des scores différents, mais passé à un certain stade, ils seront tous solutions acceptables. Oui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que à cause de la contrainte de temps et de complexité, on ne va pas chercher la solution ultime, mais une solution approchante, acceptable. Non, voilà, l'objectif principal d'un algorithme générique, c'est de fournir dans un temps contraint, maîtrisé, une solution dite acceptable. Si maintenant on arrive à trouver la solution optimale, ben on aura une solution acceptable, un individu qui a un score de 100%. D'accord. Ici, on a positionné un autre flag pour permettre de désigner un individu qui va participer à la phase de croisement. Donc cet individu est dit sélectionné. Il est positionné, ce drapeau à vrai, par l'algorithme de sélection, dit le sélectionneur. Alors les individus qui sont dans la première génération sont des individus natifs. On va les croiser et on va, à partir d'eux, générer d'autres individus. Les individus qui sont générés à partir d'individus de génération antérieure sont dits des individus enfants. D'accord. J'ai envie de savoir, lorsque je vais déterminer la meilleure solution, l'algorithme va s'arrêter
si cette solution est issue d'un enfant ou est issue d'un parent. Je positionne ce flag à chaque fois qu'un nouvel individu est généré à partir de 2 autres individus. L'entrecroiseur qui fait ça va positionner un flag en disant cet individu-là est un individu enfant. D'accord, donc si je résume, notre individu, il propose comme solution un score, Oui, un flag pour dire si c'est une solution acceptable, oui, un flag pour dire s'il est sélectionné et un booléen pour dire si c'est un enfant. oui. Sauf qu'à ce niveau-là, je n'ai aucune visibilité sur l'implémentation et D'accord. que tu transformes ces informations-là en attributs de la classe ou que tu fasses différemment, à ce Ouais. stade du moteur, ce n'est pas le problème. Ici, j'ai déterminé une interface qui va me rendre des services et tout le code qui manipule les individus va travailler au niveau de cette interface et ne s'occupe vraiment pas de l'implémentation qui sera fournie par le développeur qui utilisera ce module. Alors, on a une petite question de Thomas. Il dit n'est-il pas intéressant d'identifier la génération de l'enfant? Est-ce que ça a un intérêt? Oui, alors on va le voir tout de suite parce qu'on va passer à la génération et tu verras, Thomas, que dans la génération, il y a un numéro. Et donc l'individu est attaché à une génération et c'est la génération qui donnera son numéro d'individu. Voilà. Donc c'est bon pour l'interface, on va pouvoir passer au concept suivant. Donc si je reviens là, le concept suivant c'est génération. La classe génération. Alors la génération, c'est un type générique qui est, enfin il va manipuler des individus, donc il va manipuler un ensemble d'instances de classes d'un type générique qui sont des individus. Donc ça se note comme ça, t-extends individu. Et comme ici, individu, c'était déjà armé d'un type générique, on ne sait pas dire ce qu'il est, donc ça se marque avec un point d'interrogation. Un point particulier dont on a discuté la dernière fois aussi, j'avais dit que pour améliorer les algorithmes, il était bon de permettre de sérialiser les générations pour pouvoir les recharger et pour pouvoir travailler l'amélioration d'un seul algorithme à chaque fois. Par exemple, le sélectionneur, l'évaluateur, etc. Donc ici, je fais en sorte que ma génération soit sérialisable en implémentant sérialisable, et ça nous oblige à mettre ici un numéro de série pour le rechargement. Bon, ici, j'ai mis en place un logger de manière à avoir une trace de ce qui se passe dans la console, éviter les sys-out. J'ai dit que la génération, c'était une liste d'individus, donc une liste de T. Ici, j'ai choisi de manipuler une array-list, mais j'aurais pu choisir tout à fait autre chose. On a dit à Thomas que la génération avait un numéro. Alors, à quoi va me servir ce numéro? Il va me servir, si je référence ces générations complètement dans la population, à pouvoir les réordonnancer pour savoir quelle génération est arrivée avant une autre. Et je pourrais suivre ainsi les enfants, les parents, et les individus d'une génération N+1 étant issus du croisement des individus de la génération N. Je pourrais suivre le fil de l'évolution de la valeur des individus grâce à ce numéro. Donc le constructeur, lui, il met en place le numéro de génération, hein, la première génération portant généralement le numéro 0. Donc ici, on ne fait pas de contrôle sur les valeurs négatives. Ça va me permettre, si je désérialise un certain nombre de générations pour en créer d'autres derrière, de positionner toutes les générations qui ont été rechargées avec des numéros négatifs et les générations qui auront été générées après avec des numéros positifs commençant à 0. Et donc, quand je vais analyser mon log, je saurai que toutes les générations qui ont un nombre d'ordonnancement négatif sont issues d'un rechargement et n'ont pas été générées par l'algorithme que je viens d'optimiser. Donc, la génération étant composée d'une liste d'individus, il est naturel de pouvoir rajouter un individu. D'ailleurs, quand on va croiser deux individus, il va bien falloir
rajouter ces individus dans cette génération. On permet aussi de rajouter un ensemble d'individus. Même chose dans l'autre sens, lorsqu'on fera l'élimination, il faut pouvoir enlever un individu. Et la génération va nous permettre d'obtenir le nombre d'individus qu'elle contient. Donc c'est juste la taille de la liste. Oui, une question? Non? Non, non. On a parlé d'une phase d'élimination. Donc à un moment donné, tous les individus de la génération vont être évalués. Ils vont être aussi dits sélectionnables à partir d'un seuil. Tous ceux qui ne sont pas sélectionnables peuvent être éliminés. Si je déclenche cette méthode, c'est ce qui va se passer. On passe en revue tous les individus de la collection, et dès lors que l'individu n'est pas positionné comme sélectionné, il sera éliminé. Alors, on utilise de plus en plus les for each. Il faut savoir que les for each en Java posent un verrou sur les listes, et donc je suis obligé de passer par une seconde liste pour pouvoir faire mon remove. C'est juste pour ça qu'ici, vous avez une liste intermédiaire pour parcourir et pour pouvoir supprimer de la vraie liste d'individus de la génération l'individu qui n'est pas sélectionné. Pour le calcul du seuil de sélection ou pour suivre l'évolution jugée de la non-régression des générations les unes après les autres, il faut fournir un certain nombre de métriques. Le premier métrique que l'on peut fournir, c'est la somme des scores. On prend le score de chaque individu, on les additionne, on en fait une somme, et si on constate que cette somme de scores n'évolue plus, voire même diminue de génération en génération, on pourra statuer qu'on est en phase de régression, et à ce moment-là, arrêter l'algorithme. D'accord. Alors, pour ne pas s'adosser à une solution complètement aléatoire, on s'attend à ce que les générations évoluent vers la solution, donc que les individus qu'elle contient obtiennent de meilleurs scores, donc que le taux de sélection progresse. Donc il faut que l'on crée un taux de sélection dynamique. Donc ici, on a décidé de créer un taux de sélection issu d'une moyenne pondérée. Pour obtenir cette moyenne pondérée, on va créer un tableau. Et chaque valeur à chaque emplacement du tableau va nous permettre de connaître le nombre d'individus qui a cette note. Alors ici, on a 0 individu dans la génération qui a une note de 0, 4 individus qui a une note de 1, 2 individus avec une note de 3 et un individu avec une note de 4. La solution, c'est de trouver au moins un individu qui a une note de 6. Là, on a la solution optimale. Donc, plus les individus seront nombreux vers le haut du tableau, meilleure sera la moyenne pondérée. Et si je me sers de cette moyenne pondérée pour faire un taux de sélection, tous les individus qui ne seront pas au-dessus de cette moyenne seront éliminés et non sélectionnés pour la phase suivante. Plus je me sers d'individus avec un score élevé, plus j'ai de chances d'avoir des enfants avec des scores élevés et des enfants qui auront des scores plus élevés, et donc que la solution progresse. Donc cet algorithme ici, là, va parcourir tous les individus de la génération, récupérer les scores, les répartir dans le tableau, reparcourir le tableau, calculer la moyenne pondérée et la renvoyer. La génération est capable de me dire aussi si elle contient une solution acceptable. Donc, elle parcourt les individus, elle vérifie que chaque individu ait une solution acceptable. Le premier qu'elle rencontre, elle renvoie vrai, sinon elle renvoie faux. Et puis enfin, il pourrait se faire que je renvoie vrai, c'est-à-dire que ma génération contient au moins un individu qui est une solution acceptable, mais il pourrait y en avoir d'autres, et il pourrait y en avoir qui ont un meilleur score. Donc, je sais que j'ai une solution acceptable dans la génération, j'arrête l'algorithme et je recherche le meilleur individu de la génération. C'est donc le meilleur individu, la meilleure solution acceptable de la dernière génération traitée. Donc, c'est la solution que je vais proposer. D'accord. Voilà pour la génération, donc toujours rien de compliqué. Alors, si je reviens à mon exemple, ce que l'on va traiter tout à l'heure, hein, on recherche un mot.
Donc, l'individu, le type générique sera un string, qui sera dans une classe mot, et la génération, ce sera une génération de mots. Donc, dans la génération, tu as des instances de la classe mot, et dans la classe mot, la valeur qui le caractérise le mot, c'est une chaîne de caractères de type string. Si c'est bon pour vous, s'il n'y a pas de questions, je passe à la population. C'est Donc, bon. la population ici, soit on peut la traiter de même niveau que la génération pour faire le recensement, soit on peut la mettre à un niveau au-dessus pour qu'elle contienne l'ensemble des générations qui, elles, contiennent des individus. Ici, la population, donc pour qu'elle puisse enregistrer les générations, elle a une liste de T, une liste de mots, qui sont des générations. Donc je peux ajouter une génération, je peux connaître le nombre de générations que contient la population, et puis je peux recenser. Donc le recensement, par exemple, je vais prendre dans chaque génération le numéro de génération et la somme de tous les scores de tous les individus. Et je vais faire ce recensement. Et ça va me permettre, pour juger de la régression ou de la non-régression de l'algorithme, de parcourir une liste simple qui est porteuse d'informations élémentaires, et ça va m'éviter de reparcourir encore tous mes individus. Donc c'est une concaténation d'informations de plus haut niveau qui va me faciliter l'algorithme qui juge si on est en régression ou pas. Donc la régression ici, elle est jugée par is population décroissante. Cette méthode, lorsqu'elle s'exécute sur le recensement et qu'elle juge que l'on a régressé, elle me renvoie vrai. Ici, on a décidé de ne considérer la régression qu'à partir du moment où on a 10 générations, et on considère que l'on est en régression si les 5 dernières n'ont pas un score qui est meilleur que celle d'avant. Il faut que sur les 5 dernières, on ne constate pas ni une régression, ni une stagnation en termes de score. Donc voilà, on a passé en revue les concepts, donc les notions, donc tout ce qui va se transformer en type, donc l'individu, la génération, la population. Maintenant, on peut passer aux phases. Et du coup, alors, peux-tu remettre l'autre schéma? Oui, celui-ci. Compléter ici, donc le chromosome, c'est le mot qui va être recherché. Alors, c'est la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, voilà. Et le gène, c'est une Et le lettre. gène, c'est le caractère, les n caractères qui sont dans la chaîne. Mm. Donc ici, on a, en termes de classe, en termes de type, population, génération, individu, string et char. OK. Si c'est bon pour vous, on peut passer aux différentes phases de l'algorithme. La première phase consiste à générer aléatoirement un certain nombre d'individus et à les mettre dans la première génération. Pour faire ça, j'ai besoin d'une classe qui le fait. Ici, je l'ai appelée générateur. Et voilà ce qu'est une classe de niveau générateur générique. C'est l'implémentation qui se chargera de dire comment on génère. Ici, on dit traite l'algorithme de génération, mais on ne sait pas comment générer. J'ai réussi à retarder la déclaration de l'algorithme de génération propre, et c'est l'utilisateur, le développeur qui va utiliser ce module qui me dira comment on va générer ces individus. Alors comment on fait ça? On peut faire ça en Java grâce aux interfaces fonctionnelles. Mm-hmm. On dispose de plusieurs interfaces fonctionnelles. La plus simple, c'est le supplier. Le supplier, c'est une interface fonctionnelle qui porte une seule méthode, une méthode get. Ici, j'ai besoin d'appeler cette méthode get à chaque fois que j'ai besoin d'avoir un individu. Donc, je vais faire en sorte que mon générateur prenne en paramètre dans son constructeur un supplier. C'est ce que j'ai fait ici en utilisant la notation Lombok. Donc, tous les arguments, tous les attributs de cette classe participent à la signature du constructeur. Cette fonction supplier ne peut pas être nulle, aussi deuxième annotation Lombok. Et si je veux changer cette méthode de fabrication d'individus
Au cours de l'algorithme, en utilisant par exemple le design pattern stratégie, je vois que je régresse, mais je n'ai pas envie d'arrêter l'algorithme. Je veux utiliser une autre manière de fabriquer les individus. Eh bien, je pourrais, grâce à ce setter, mettre en place cette nouvelle stratégie en cours de route d'exécution. Alors, ce générateur, lui, il a vocation à fournir une génération. Donc, la seule méthode qu'il porte, c'est getGénération. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est combien d'individus il doit mettre dans cette génération. Et il va effectuer une boucle pour appeler autant de fois la méthode get du supplier qu'il y a d'individus à mettre dans cette génération. Et puis, on retourne la génération. OK. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont jamais codé d'algorithmes génétiques utilisant les interfaces fonctionnelles, je peux comprendre que ça peut être un petit peu difficile à suivre, mais vous allez voir que lorsque l'on va faire l'application qui recherche un mot mystère, tout va s'éclairer. Donc voilà, nous avons notre première population avec le nombre d'individus dedans, et maintenant la première chose à faire, c'est l'évaluer. Donc pour l'évaluer, j'ai besoin d'un évaluateur. Par contre, je n'ai pas envie non plus de savoir comment strictement évaluer. Donc je vais repartir sur un supplier. Oui, l'évaluateur a besoin aussi d'un mot mystère. Donc il lui faut une méthode qui soit capable de générer un mot mystère. Donc c'est à peu près la même méthode que la génération d'individus, hein, aléatoire d'individus. Donc le mot mystère à rechercher est passé en paramètre sous forme de supplier. On appellera la méthode get de ce supplier et on obtiendra le mot mystère que l'on stocke. L'évaluateur, lui, va comparer ce mot mystère à chaque valeur de chaque individu de chaque génération. Pour évaluer l'individu, j'ai besoin d'un individu et j'ai besoin de quelque chose. Ici, une chaîne de caractères, ce qui nous intéresse. Mais je retarde ce type et c'est l'utilisateur qui me dira que c'est une chaîne de caractères. Donc ici, on n'est plus sur un supplier, on est sur un autre type d'interface fonctionnelle qui s'appelle les B-Consumer et qui nécessite deux entités de même type ou de type différent. Donc ici, de type différent, il me faut pour pouvoir évaluer, il me faut un individu à évaluer et une référence. Ici, c'est le constructeur de l'évaluateur, donc qui prend un supplier, la fonction qui permettra de fabriquer le mot mystère, et un B-Consumer, une fonction qui permettra d'évaluer l'individu. La méthode évaluer, en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à prendre l'évaluateur, à solliciter la seule méthode qui existe dans un B-Consumer, la méthode accept, et à exécuter cette méthode avec en paramètre un individu et le mot mystère. Cette méthode, elle va mettre en place la valeur de score dans l'individu. Elle va venir valoriser. Ah oui, on ne le voit pas ici parce que c'est qu'une interface. Hein. On le verra dans le mot qu'il y a une valeur qui représente le score et l'interface nous ramènera ce score grâce à la méthode getScore. Pas de questions? Je peux continuer? Non, il y a Régis qui a juste posté un lien vers une explication du supplier. Voilà. D'accord, très bien. Qui explicite les commentaires en Javadoc. Merci Régis. Donc on a vu qu'on a fait l'évaluation. Maintenant, on va passer à la sélection. Donc le sélecteur, qui est tout aussi simple que le générateur, puisque la méthode de sélection est retardée. Pour sélectionner, j'ai besoin d'un B-Consumer. Voilà. Donc ici, on va me renvoyer le mot. Et ici, c'est figé en integer, puisque c'est une valeur entière qui va me permettre de travailler. Et cette valeur entière, c'est le seuil dont on a parlé tout à l'heure. Pour déclencher la sélection d'un individu, qui consiste à mettre un flag à vrai si l'individu est sélectionné, on déclenche la méthode accept en lui passant l'individu et le seuil. Bien sûr, si l'individu a un score supérieur ou égal au seuil,
eh bien, il sera sélectionné. Sinon, il ne sera pas sélectionné. Et dans la phase suivante, il sera éliminé. D'accord. Donc, voilà pour la sélection. On peut maintenant parler du croisement. Donc, pour ne pas faire d'impair dans le nommage de la classe qui va me permettre de faire un croisement, je l'ai appelé entre-croiseur. Donc, il est chargé de prendre 2 individus et de déclencher une méthode de croisement pour générer de 1 à n individus enfants. Donc, la fabrique de descendants. Alors là, on est sur encore un autre type d'interface fonctionnelle, cette fois une bifunction, puisque pour obtenir une liste d'enfants, il me faut 2 individus et la liste dans laquelle la liste dans laquelle les mettre pour que ça devienne la génération. Entrecroiser, créer des individus, les mettre dans une liste, en fait, ça revient à générer une nouvelle génération. Donc c'est pour ça que j'ai ici, la seule méthode que j'ai à ma disposition, c'est getGénération. Je déclenche getGénération et puis les différents croisements, en rajoutant des individus dans cette liste, vont finalement me permettre d'obtenir une nouvelle génération. Donc je crée cette nouvelle génération, hein. Je lui donne le numéro de la génération précédente plus 1. Alors, de manière à optimiser et aller plus vite vers un score plus élevé, il est malin de trier les individus, de mettre tout en haut de la liste les individus qui ont le meilleur score, et en les croisant 2 par 2, le premier dans la liste avec le deuxième, eh bien, je vais croiser déjà les 2 individus qui ont le plus haut score. Et en croisant des individus de score élevé, j'ai plus de chances d'obtenir des enfants de score plus élevé. Et d'ainsi que mon seuil progresse et puis que de génération en génération, on avance vers la solution. D'où ce tri initial avant de pouvoir croiser les individus. Donc ici, le tri, je le fais avec un comparator, hein. On a abandonné l'utilisation de implements comparator et la méthode comparable. On bénéficie aujourd'hui de comparateurs externes avec la méthode sort. Donc le comparateur ici est décliné à ce moment-là. On était décliné juste avant l'exécution, ce qui permet que si je voulais comparer les individus en cours d'exécution d'une autre manière, je peux changer dynamiquement le comparateur. Et donc ici, je vais générer de nouveaux individus à partir des individus parents qui sont réciproquement à l'index x et x plus 1. Alors ce que j'ai fait ici, j'aurais pu décider de prendre les 2 premiers, puis après de prendre le 3e et le 4e. Je n'ai pas fait ça. Je prends le premier et le deuxième, puis je prends le 2e et le 3e, puis le 3e et le 4e. Et en faisant ça, j'obtiens normalement des individus enfants au score plus élevé que si j'avais pris le premier et le deuxième, le 3e et le 4e, etc., etc. Ça va toujours? Ça va toujours. Pas de questions? Pas de questions. Très bien. Donc on en a fini avec toutes ces phases. On en est arrivé au croisement. L'élimination. Alors l'élimination, on l'a vu, hein, c'est la génération qui va apporter l'élimination avec la méthode, comme on a vu tout à l'heure. Non sélectionnés. Éliminer les non sélectionnés. Je l'ai perdu. Je ne vais pas le retrouver. Éliminer les non sélectionnés. Voilà. Alors, vous avez compris que on a des méthodes et pour l'instant, on n'a aucun code qui déclenche ces méthodes. Donc, on a l'évaluateur, le générateur, le sélectionneur, etc. Et il faut quelque chose pour fédérer tout ça, ordonnancer les appels de toutes les méthodes portées par toutes ces classes. Donc, ça s'appelle une médiation. Et il y a un design pattern qui est fait pour ça. Et c'est un design pattern qui s'appelle médiateur. D'où le fait que j'ai appelé la classe qui va ordonnancer tous ces appels médiateur. Donc le médiateur, lui, il travaille sur des T qui sont des individus. Et ici, on a un autre type R
qui est le résultat attendu. Donc ici, les logs. Ici, les paramètres internes qui vont être mis en place suite à la réception de tout un tas de paramètres par le constructeur. Donc on a besoin d'un générateur qui sera décrit plus tard. On a besoin d'une génération, d'un sélecteur d'individus, d'un entrecroiseur d'individus. On a besoin d'une population, une instance de population pour faire le recensement. Et puis là, je vais capturer un local date time qui sera l'heure de départ de l'algorithme. Et tout au long de l'exécution, je vais comparer leur système à ce local date time de manière à savoir si je ne suis pas arrivé au temps maximum que j'ai alloué à mon algorithme. Et si c'est le cas, eh bien l'algorithme s'arrête et il me restituera la meilleure solution trouvée, s'il y en a une, dans le temps qu'on lui a donné pour s'exécuter. Les paramètres, eh bien, on va retrouver toutes les fonctions dont on a retardé l'écriture, la fonction génératrice de mots mystères, la fonction génératrice d'individus aléatoires, la fonction évaluatrice d'individus, l'évaluateur d'individus en propre, voilà, la fonction sélectrice d'individus, etc. Donc toutes les fonctions qui sont dont le code doit être écrit en fonction du problème à traiter, eh bien, elles sont toutes en paramètres et elles sont toutes retardées. D'accord. Alors, lorsqu'on a regardé les différentes phases ici, on s'est posé un certain nombre de questions. Comment, combien, voilà. Donc, c'est comment, enfin surtout c'est combien, il va falloir les paramétrer. Donc, au lieu de les mettre en dur dans le code, on les a externalisés dans un fichier properties. Ce fichier properties va me permettre de déterminer la longueur du mot à chercher, la durée d'exécution que j'alloue à l'algorithme en minutes, voilà, c'est mieux, et le nombre d'individus que je vais générer dans chaque génération. Donc on fera une première exécution en disant que l'on va chercher un mot de 14 lettres, qu'on lui donnera une durée d'exécution d'1 minute, et qu'à chaque génération, on mettra 50 individus. Et puis dans les exécutions suivantes, on viendra modifier ces paramètres, on mettra moins d'individus, on mettra des mots plus longs, et puis on va pouvoir aller chercher les limites de l'algorithme. Donc, toute la configuration étant externalisée, il faut bien que j'aille ici charger ces properties et que je mette en place les valeurs au regard de la configuration portée par le fichier. Les lectures de fichiers peuvent générer des exceptions de type IO, donc à ce moment-là, on les traite. Okay. Et puis je vais mettre en place tous mes paramètres internes, donc le sélecteur, l'entrecroiseur, en passant en paramètres les fonctions reçues de l'application principale, le générateur également. Et puis ici, comme je disais tout à l'heure, je capture le datetime de démarrage de l'algorithme proprement dit. À partir du moment où j'ai tous mes attributs, eh bien, je peux déclencher mon médiateur avec la méthode run. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Ici, le médiateur, c'est un runnable, de manière à pouvoir multithreader l'exécution. Ici, on ne va pas le faire, on n'a pas besoin vu le niveau de complexité de l'exercice. Mais si on avait besoin de paralyser l'exécution, il suffit de mettre le médiateur dans un thread et il tournera dans son propre thread. D'où la méthode run qui est ici. La phase d'init, c'est que je l'ai mise, elle est là, donc on l'a passée en revue. Ensuite, on va récupérer la première génération avec un nombre d'individus paramétrés. Ça, on obtient G. Qui c'est qui me fournit cette génération? C'est le générateur de génération. Pour chaque individu de la génération, je vais les évaluer. Donc, une fois que je suis arrivé ici, tous les individus de la première génération sont évalués. Alors, suivant le niveau de configuration des logs, ici en fine, si je mets le log en niveau fine,
j'aurai un peu plus de traces dans la console. Et il me fera la liste de tous les individus générés à la première génération. Ça permet de voir la distribution aléatoire des caractères et puis de voir un peu comment ça évolue de génération en génération. Alors ici, la condition d'arrêt, c'est la première condition, la première chose qu'il faut déterminer, la condition d'arrêt de l'algorithme. Donc on a plusieurs sous-conditions d'arrêt. La première condition d'arrêt, eh bien, c'est la durée d'exécution. Alors il y a une classe dans les derniers packages des dates en Java qui est apparue, c'est la classe duration. Cette classe elle détermine un temps d'exécution. Elle ne représente pas un temps humain comme on pourrait les avoir en années, mois, jours. Elle représente bien un temps d'exécution. Donc c'est la classe qui correspond bien à ce que l'on est en train de faire. Donc une duration. Et on calcule le temps en minutes écoulé entre le démarrage de l'algorithme et le moment où on est arrivé à cette évaluation. Et si le temps a dépassé le temps alloué, eh bien, l'algorithme s'arrête. Deuxième condition d'arrêt, est-ce que la génération contient la solution? Si la solution contient la solution, je m'arrête. Donc, tant qu'elle ne contient pas la solution, je continue. Et troisième condition d'arrêt, est-ce que la population est en train de décroître, de régresser? Si la population régresse, eh bien, je m'arrête. Et tant que la population ne régresse pas, je continue. Donc, 3 sous-conditions d'arrêt. La première, qui renverra vrai, arrêtera l'algorithme. Ici, des logs. On verra tout à l'heure la trace que ça génère. Je vais positionner, on a dit tout à l'heure que le seuil de l'algorithme génétique générique, c'est un seuil dynamique. Donc, il faut qu'à chaque boucle, chaque tour de boucle, je remette en place le nouveau seuil, calculé à partir des scores des individus de la dernière génération qui avait à ma disposition. Donc, je vais chercher ce nouveau score de sélection et je le mets en place pour optimiser la suite de l'exécution. Je vais parcourir tous mes individus et je vais positionner à vrai le flag qui va me permettre de les désigner comme sélectionnés ou non sélectionnés pour la phase de croisement qui suit. Tous ceux qui ne sont pas sélectionnés, je les élimine. Et une fois qu'ils ont été éliminés, il ne me reste plus dans la génération que les individus sélectionnés que je vais pouvoir croiser. Donc sur mon entre-croiseur, je vais déclencher la méthode getGénération à partir de la génération précédente et il va me renvoyer la nouvelle génération. Alors on a vite compris que si je n'ai que 4 individus sur 50 qui ont été sélectionnés, en les croisant 2 à 2 et en faisant 2 enfants, je ne vais pas obtenir 50 individus. Donc, dans la nouvelle génération, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas autant d'individus que j'en cherche. Donc, il m'en manque. Comment je peux combler ce manque? Eh bien, je vais faire appel à la génération aléatoire de nouveaux individus, ici, et combler ce manque. Donc, si je n'ai obtenu que 10 individus sur 50, eh bien, je vais en rajouter 50 moins 10, c'est-à-dire 40. Alors, le fait de faire ça, ça va me permettre aussi d'éviter la phase de mutation. Parce que dès lors que j'ai rajouté aléatoirement des nouveaux individus dans la génération où il en manquait, eh bien, ces nouveaux individus vont être porteurs de valeurs à des endroits précis où les individus déjà existants n'auraient pas cette valeur pour aller vers la solution. Ouais, d'accord. Donc l'autre solution, au lieu de rajouter des individus, c'est de faire muter les enfants et de prendre ces enfants mutés pour les rajouter dans la génération. Donc ici, j'ai décidé de ne pas utiliser la phase de mutation et de rajouter des individus totalement aléatoires. Ensuite, il faut les évaluer. La dernière fois qu'on avait évalué, c'était avant l'entrée dans la boucle. Donc là, j'évalue ces nouveaux individus et puis je vais les recenser. Ici, j'arrive à la fin de la boucle.
hop là, ici. Et puis de nouveau, je vais repositionner mon seuil, les sélectionner, les recroiser, etc., jusqu'à ce qu'une des trois conditions d'arrêt renvoie vrai. Ok. Alors, il y a une petite question de Pierre-Louis. Il nous demande, est-ce intéressant d'utiliser la génération N-1 pour faire aussi des croisements et pour ne pas avoir besoin de régénérer des individus? Potentiellement, ces individus-là, dans la génération N-1, ils ont une somme de scores moins élevée. Donc, je serais tenté de dire qu'ils sont moins intéressants. Ensuite, si avec les individus de la génération N-1, je n'ai pas de solution, je vais éviter d'aller les chercher pour essayer d'évoluer vers une solution. Oui, on va générer un nouveau individu aléatoirement et avec un peu de chance, on aurait la solution à ce moment-là, plutôt qu'en d'en réunir un qui n'était pas la solution. Je serais tenté de répondre non. Et Non. il vaudrait mieux rajouter une phase de mutation ou trouver une autre façon, opter pour une autre stratégie pour générer des individus. On a vu tout à l'heure que la fonction de génération de nouveaux individus, elle arrive en paramètres. Donc, on peut en écrire 2 ou 3. Et en fonction de ce que l'on constate en cours d'exécution, opter pour une ou l'autre, c'est-à-dire changer de stratégie. D'accord. Bon, à la fin, ici, en fonction du niveau de log, on dit que c'est fini, et puis on affiche le mot mystère qu'on ne connaissait pas jusque-là. Et puis, la meilleure solution trouvée. On nous indique aussi si on était en population décroissante ou pas, et le temps écoulé. Et le temps écoulé sera forcément inférieur au temps maximum, sauf si c'est ça qui a arrêté l'algorithme. Donc on se rend compte qu'ici, les informations qui sont là correspondent aux trois sous-critères d'arrêt de l'algorithme. Est-ce que j'ai la solution? Est-ce que je suis en population décroissante? Ou est-ce que le temps alloué est écoulé? Voilà, on a fait le tour pour la partie algorithme génétique générique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se positionner comme développeur utilisant ce module et venir écrire la classe caractérisant l'individu et venir écrire le main qui va lancer cet algorithme. D'accord. Donc ici, je l'ai mis à part dans un paquet nommé alphabétique qui contient un module métier, qui contient les entités, et la seule entité dont j'ai besoin, c'est celle qui va caractériser mon individu pour cette recherche de mots mystères, et je l'ai appelé mot. Donc la classe mot, c'est un individu de type string. Voilà ici valorisé le type T qu'on avait tout à l'heure dans l'interface individu. Donc il va pouvoir être manipulé par l'algorithme générique comme un individu de type T. Il porte une valeur de type string, donc puisqu'ici on cherche une chaîne de caractères en fait. Il porte un entier qui caractérise son score. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, c'est toute l'énumération que tu as faite. Il porte un booléen qui va lui permettre de savoir s'il a été sélectionné ou pas. Un autre booléen qui le désigne comme étant un enfant ou pas. Et enfin, un dernier booléen qui permet de savoir si c'est une solution acceptable ou pas. Est-ce que sa valeur est une solution acceptable ou pas? Il me faut un moyen pour savoir que cet individu n'a jamais été évalué. Donc, la note la plus basse qu'un individu peut obtenir, c'est 0. Donc, je mets la note, le score à -1. Et lorsque je suis sur un individu qui a un score de -1, eh bien, je sais immédiatement que cet individu n'a jamais été évalué. D'accord. Je me sers de lombok pour positionner tous les getters, setters et pour indiquer que certaines valeurs sont non nulles. Et j'en ai fini pour le mot. Rien de plus compliqué. Le mot, c'est une entité, hein, donc à partir du moment où il a ses getters et ses setters, ici, je n'ai rien besoin de plus. Donc on peut finaliser en écrivant le main, l'application principale, qui va décrire tous les algorithmes que l'on va passer en paramètres, hein, l'algorithme de génération, l'algorithme de sélection, etc. Et après, déclencher l'instance du médiateur. Donc ici, les logs et le main.
Donc le main, je vais chercher mes fichiers properties pour connaître le nombre d'individus à passer en paramètres, etc. Mais aussi un dictionnaire. Donc pour permettre de rendre dynamique la démonstration, j'ai externalisé un dictionnaire. Ce dictionnaire est capable de nous renvoyer un mot mystère à chercher des mots composés de 1 à 25 caractères. Donc aléatoirement ou par configuration ici, on va déterminer la longueur du mot mystère à trouver et il va nous ramener comme valeur le mot correspondant. Si on détermine une longueur de mot mystère à trouver supérieure à 25, eh bien, le mot mystère sera généré complètement aléatoirement. Hop, app, on est ici. Donc, la longueur du mot mystère est issue du fichier de configuration et la valeur du mot mystère sera issue du dictionnaire. Alors maintenant, on va commencer à implémenter toutes les fonctions que l'on doit passer en paramètres pour que l'algorithme puisse s'exécuter. Donc on a dit que si la longueur du mot configuré dans le fichier est entre 0 et 26, je vais piocher dans le dictionnaire. Sinon, je vais utiliser une méthode de Common Apache Util qui me permet d'obtenir des chaînes alphabétiques complètement aléatoires d'une certaine longueur. Et pour que ça puisse fonctionner, je mets tout en minuscules, puisque cette méthode me renvoie des majuscules et des minuscules mélangés. C'est bon pour vous? C'est Pas de bon. questions? Non. Bien. Donc ma fonction génératrice, vous voyez, je l'ai déclarée ici, c'est un supplier de type string. Alors, ce à quoi il faut prêter attention, c'est que les types soient compatibles. Ça veut dire que le type string qui est là, il est compatible avec les paramétrages de type T que je vais mettre tout à l'heure, qui sont tous des chaînes de caractères. Bon, sinon, là, j'utilise Eclipse, il nous le dira. Donc pour la fonction génératrice du mot mystère, c'est fait. Maintenant, il me faut une fonction génératrice d'individus aléatoires. Alors, l'individu caractérisé, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un mot. Donc là, j'ai plus un supplier de string, j'ai un supplier de mots. La chaîne de caractères aléatoires, c'est la même ligne de code qu'au-dessus. Et une fois que j'ai obtenu cette valeur, eh ben, j'instancie un mot. Okay. Ensuite, la fonction évaluatrice d'un individu. Alors, vous aviez vu tout à l'heure dans les supplayers qui ne prennent pas d'arguments ici pour déclarer la signature de méthode. C'est juste une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Ici, pour faire l'évaluation, j'ai besoin de deux paramètres, x et y. Le paramètre x est de type mot et le paramètre y est de type string. Donc en gros, j'ai un mot qui contient une valeur qui est de type string, que je vais comparer à un mot mystère qui lui aussi est de type string. Donc c'est tout à fait faisable. J'ai besoin ici de comparer ces deux chaînes de caractères, caractère par caractère. Or, une chaîne de caractères en Java, ce n'est qu'un tableau de char. Donc je vais récupérer les tableaux de char du mot mystère et de l'individu. Et je vais parcourir ces tableaux emplacement par emplacement et vérifier qu'il y a l'égalité dans le caractère qui est placé au même emplacement. Si oui, eh bien, le score évolue. Et je vais positionner cette valeur de score sur mon individu. Voilà, en faisant appel à la méthode setScore. Donc d'ici à ici, j'ai ma fonction évaluatrice d'individu. Oui. Pas de question? J'ai cru. Fonction suivante. Alors non, ce n'est pas une fonction, c'est une instance de classe. Un évaluateur. Donc je vais créer un évaluateur de mots et de strings, et cet évaluateur prend en paramètre la fonction génératrice du mot mystère et la fonction évaluatrice de l'individu. D'accord.
la fonction sélectrice d'individus. Donc elle prend, elle, deux paramètres. Elle prend l'individu sur lequel elle va travailler et elle prend un entier qui est le seuil. Donc je vais déclencher sur l'individu la fonction set sélectionné. Et pour chaque individu, je vais regarder si son score est supérieur ou égal au seuil. Si son score est supérieur ou égal au seuil de sélection, cet individu est positionné à sélectionner avec un flag à true. Sinon, comme la valeur par défaut d'un booléen, c'est faux en Java, ben, sa valeur restera à faux. Donc rien de compliqué. Ensuite, la fonction pour fabriquer des descendants. Alors, pour fabriquer des descendants, j'ai besoin de deux paramètres, deux individus. Ici, deux mots. Donc, X, c'est celui-là. Y, c'est le mot qui est là. Et le troisième paramètre de type R qu'on avait tout à l'heure, qui est le résultat, c'est la liste des individus enfants qui va être générée. Ce n'est pas un paramètre en entrée, mais c'est le type de retour. Donc, je crée ma liste d'enfants. Ici, pour être en adéquation avec ce que j'ai fait auparavant, j'ai choisi d'utiliser une liste. C'est une fonction de croisement. Donc, je prends les tableaux de caractères des deux individus, parent 1, parent 2. Je crée des tableaux de chaînes de caractères caractérisant les valeurs de l'enfant 1 et de l'enfant 2. Je vais parcourir caractère par caractère toute la longueur du tableau d'un parent. Pas des parents, ici je me sers du parent 1 pour obtenir la taille, hein, c'est tout. Et je vais choisir aléatoirement 0 ou 1 pour dire, est-ce que je prends à l'emplacement 0 le caractère du parent 1 ou du parent 2? Et ainsi de suite, à chaque caractère. Donc, une fois, j'aurais pris celui du parent 1, une fois, j'aurais pris celui du parent 2, etc. etc. C'est cette fonction-là, cette ligne-là qui va ramener 0 ou 1 avec un modulo 2. Si c'est 1, eh bien, l'élément de rang 0 de l'enfant 1, c'est celui du parent 1. Et celui de l'enfant 2, c'est celui du parent 2. En fait, je ne jette rien. C'est que l'information que je n'ai pas gardée pour l'enfant 1, je vais la porter au niveau de l'enfant 2. Et si c'est 0, ben, je fais l'inverse. C'est-à-dire que le caractère à l'emplacement 0 de l'enfant 1, c'est celui du parent 2. Et celui de l'enfant 2, c'est celui du parent 1. Donc, je n'ai rien perdu, en fait. Okay. Si au premier caractère des deux parents, tu avais A et B, eh bien, tu te retrouves avec A et B dans chacun des enfants. Et en fait, ce qui va faire que les parents seront croisés de manière aléatoire, c'est le fait d'avoir une suite. On n'aura pas une suite de 0 pour la sélection et une suite de 1. C'est ça qui va faire le mélange entre les deux individus. Ok. Et ensuite, une fois que j'ai ces éléments-là, bah, je peux construire l'enfant 1 et l'enfant 2 en termes de mots. Oui. Je n'oublie pas de positionner le fait que les deux enfants soient des enfants, en faisant set enfant true. Je rajoute chaque enfant dans le groupe d'enfants et je retourne ce groupe d'enfants qui, au final, va me générer la nouvelle génération. Ok. Si le nombre d'enfants générés n'est pas suffisant, eh bien, ils seront complétés, comme on l'a vu tout à l'heure, par des mots complètement aléatoires. Ok. Donc voilà, j'ai tout. J'ai ma fonction génératrice de mots mystères, j'ai ma fonction génératrice d'individus aléatoires, j'ai ma fonction évaluatrice d'individus, j'ai mon évaluateur, j'ai ma fonction sélectrice d'individus et j'ai ma fonction fabrique de descendants. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour créer un médiateur. Tous les paramètres nécessaires. Et à partir du moment où j'ai créé mon médiateur de mots dont la valeur de scoring c'est un string, eh bien je peux déclencher la méthode run. Ok. Et du coup, On est arrivé au bout. au run, qu'est-ce que ça donne? Ah voilà, on va voir maintenant. Il faut le jouer. Donc là, on a une configuration. Il va chercher un mot de 14 lettres, un temps d'exécution alloué d'1 minute, et il va générer 50 individus
dans chaque génération. Le mot de 14 lettres à trouver, c'est surabondamment. Alors, on va avoir besoin de ça. Est-ce qu'il a trouvé? Donc, il a trouvé en 30 générations d'individus. Donc ici, c'est la meilleure solution de la 30e génération. Donc ici, on est à 31 générations. Il a trouvé surabondamment un individu qui a un score de 14. C'est tout à fait normal puisqu'on cherche un mot de 14 lettres. Cet individu était un individu enfant et cet individu est une solution. D'accord. Est-ce qu'on était en situation de population décroissante? Non. Et quel est le temps écoulé? Moins d'1 minute. D'accord. Et si oui. Tu fais tourner une deuxième fois pour voir? Ouais, attends, je vais te montrer l'état des 50 individus aléatoires. Tu vois qu'ici, c'est complètement aléatoire. À la première évaluation, tu avais des individus avec un score de 0, quelques individus avec un score de 1. Ici, 2 individus avec un score de 2. Voilà. Et on avance de génération en génération. Et ici, à chaque fois, on te sort le meilleur individu de la génération. Donc, tu vois que jusque-là, on ne voit pas trop qu'on s'approche de la solution. Voilà. Ici, on commence à voir qu'au début, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ici, c'est au milieu que c'est plutôt pas mal, ou à la fin. Et puis, petit à petit, on avance, on avance, on avance. Ici, on y était quasiment. D'ailleurs, tu vois que les scores ont évolué. Hein, la somme des scores des individus, hein. Non, ça, c'est le seuil. On est passé de 3 à 4, puis à 5, à 6, à 7, à 10, à 13. Et puis, au bout... Donc, on retient 30 générations avec un score de 11. Final 14, on est passé de 11 à 14. Ici, tu vois, on était presque en train de régresser. Et comme on n'a pas régressé ou qu'on n'a pas cessé d'évoluer sur 5 générations consécutives, l'algorithme ne s'est pas arrêté. Ici, par exemple, on était sur 2 déjà. Ici, sur 1 et encore sur 1. Et pourtant, on est passé d'un score de 11 à un score de 14. Alors maintenant, je vais faire ce que tu m'as demandé. Donc, on retient 30, 11, 14. Je relance. Eh bien, on est allé beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'a priori, au départ, on avait des individus avec des scores plus faibles. Les croisements étaient moins efficaces. Les seuils de sélection ont dû évoluer moins vite. Et donc, il nous a fallu 124 générations pour néanmoins tomber sur un score de 14 et retrouver surabondamment. Alors maintenant, on peut jouer. Et puis, on va augmenter le nombre de caractères à rechercher. On va aller à 25. Alors, tu vois, il a tourné plus longtemps déjà. Oui. On l'a senti. Hein. Il a généré 719 générations. Il obtient bien un score de 25. Et le mot à chercher, il me dit que c'était anticonstitutionnellement, que nous connaissons tous. Et on va aller vérifier dans le dictionnaire que le mot 25, c'est bien anticonstitutionnellement. OK. Voilà. Donc, tu vois, c'est un mot plus long. On a le même nombre d'individus, 50. Bon, on pense que c'est logique qu'il ait eu plus de mal. Mais en fait, la difficulté qu'il a rencontrée, c'est que, a priori, les individus au départ étaient moins bons. Moins bons. Voilà. Donc là, moi, je te propose de le relancer. Hein, donc on retient, ça, 719 générations. Renaz. Et bien ici, il a trouvé en 211. Ouais. Alors qu'on a le même nombre d'individus dans les générations et on a la même difficulté à traiter. Alors, j'ai quelques questions. Du coup, j'en ai une d'abord pour moi, parce que là, ça a l'air simple comme ça. On a recherché un mot qu'on avait sous le coude à côté. Et hier, quand on a discuté, tu m'as parlé d'un exemple avec des missions militaires. Tu peux réexpliquer un petit peu ou ça sera plus
plus représentatif, je pense, d'un cas d'utilisation de ce genre d'algo. Oui, on l'avait déjà abordé lors du Café Tech. Donc, ça consiste à monter une mission logistique. Donc, une mission logistique, ça va réclamer plusieurs catégories d'informations. Il me faut des camions, il me faut des chauffeurs, il me faut du carburant. On va s'arrêter là. Et tu vois déjà que dans le gène, à chaque niveau d'information, on n'a pas le même type. On a le... désolé, je viens d'être perturbé. En premier niveau, on a des camions. Au deuxième niveau, on a du carburant. Au troisième niveau, on a des chauffeurs. Hein. Néanmoins, on saura scorer chaque catégorie d'information. L'objectif de ce type d'algorithme, tel qu'on l'avait défini l'autre jour, c'est de dire je dois projeter une capacité de transport à telle distance, en tant de temps, et donc il me faudrait combien il me faut de camions pour faire la mission, combien il me faut de carburant, parce que plus je charge mes camions, plus je vais consommer, etc. Et donc combien est-ce qu'il me faut de chauffeurs, vu l'élongation, peut-être qu'il faut plus de 3 chauffeurs pour conduire 3 camions sur une longue distance dans un temps donné. Régis nous signale les Russes envoient 5000 chars en Ukraine, combien vont arriver à Kiev en moins de 3 jours? Aucun, parce qu'ils n'ont pas de pétrole. Ok. Donc j'ai quelques autres questions. J'ai Corentin qui m'a demandé ne faut-il pas s'assurer pendant la génération aléatoire qu'un individu n'a pas été généré auparavant? Donc ça, c'est après le croisement, tu régénères des éléments. Et... Alors, il pourrait se faire effectivement que l'on retrouve un individu ayant la même valeur dans une génération nouvelle. Il existait dans une génération antérieure. On ne va pas trop s'inquiéter du fait qu'un individu ayant la même valeur soit présent dans 2 générations différentes. Par contre, une optimisation consiste à faire en sorte qu'un individu avec la valeur qui le caractérise n'existe qu'une seule fois dans une génération. D'accord. Si cet individu portait, par exemple, des valeurs à des endroits stratégiques complètement erronés, le fait qu'il soit présent plusieurs fois, il va être croisé avec plusieurs individus, et puis donc il va engendrer cette erreur ou cette régression dans plusieurs individus. Donc il serait normal de faire en sorte qu'un individu ayant une valeur donnée ne soit présent qu'une seule fois. Alors, il y a aussi une question de Régis. Ça peut servir à casser des clés de chiffrement. Mais oui. Sauf Oui, que du coup, le problème, c'est pas de générer une solution acceptable. C'est combien de soumissions je peux faire avant que le compte soit bloqué, par exemple. Tu peux utiliser n'importe quelle solution pour générer un mot de passe, mais si à partir du moment où tu l'as soumis 3 fois et que c'est pas le bon, ça passe pas. C'est la sécurité qui va t'arrêter après. Mais oui, tout à fait. d'accord. Et il demandait aussi par rapport à un algo classique, du coup. Ce Oui. qu'on a fait là par rapport à un algo classique qui ne soit pas Alors, ce algo. qu'on a dit l'autre jour, c'est que potentiellement, pour trouver ces solutions-là avec un algorithme exhaustif, eh ben, l'exécution de l'algorithme peut prendre plusieurs années. Hein. On a parlé du sac à dos, par exemple. On avait dit qu'au sac à dos, jusqu'à 5 éléments, c'était jouable dans un temps acceptable, mais à partir d'un certain nombre d'éléments, eh bien, il fallait de nombreuses années, je crois que c'était 700 ans. Et donc, 700 ans d'exécution pour avoir une recherche exhaustive, c'est inacceptable, quoi. Donc, il y a plus de chances d'arriver vers une solution acceptable avec les algorithmes génétiques plus rapidement qu'avec un algorithme exhaustif. On peut peut-être le pousser au bout, à moins que tu aies d'autres questions. J'en ai encore une là, Corentin, qui nous demande le souci des clés de chiffrement, c'est aussi la capacité à scorer. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un fichier qui a été chiffré, vous tentez n'importe quelle clé de chiffrement dessus, en les faisant toutes, arrive un moment, vous aurez une solution lisible, mais il faut savoir ce que vous essayez de lire dedans déjà. Oui. Mais pour un simple mot de passe où, en fait, l'ensemble des valeurs possibles à chaque emplacement, ce n'est que ce qui est capable de te générer un clavier, c'est relativement restreint. Donc,
Effectivement, tant que c'est pas crypté plus que ça, tant qu'on connaît les données en entrée, c'est relativement facile. Est-ce qu'on le pousse? Oui, on peut. En diminuant le nombre d'individus. Moins il y a d'individus, forcément, moins il y a de variété dans la valeur, dans chaque emplacement de la valeur d'un individu. Donc, logiquement, plus il a du mal à aller vers la solution, et à force d'avoir du mal, il va mettre plus d'1 minute à s'exécuter, donc potentiellement, la condition d'arrêt ne sera plus la même. Voilà, il nous fait mentir. Donc, avec 20 individus, il a trouvé ici en 386 générations. Donc, même si c'est un mot de 25 caractères, hein, ce qui me fait dire qu'on a une capacité là, pour ce problème-là, à réduire l'empreinte mémoire. Moins tu as d'individus dans une génération, ben, moins importante est ton empreinte mémoire, et donc plus ton algorithme, plus ton exécution est efficiente. Alors après, il faut voir. Alors si je te le relance déjà, peut-être qu'il ne va pas, en fonction de la distribution aléatoire du départ. 195. Il fait de mieux en mieux. Oui, il n'apprend pas. Hein. 427, voilà, il t'a fait mentir. Voilà, mais à un moment donné, à réduire, il va arriver au bout de ce qu'il peut faire. Voilà, il commence à mouliner. T'as 1 minute? T'as mis combien là? 10. Pas... 10 pour une complexité de 25. Ouais, 35 000. On a une question en même temps, Yannick, qui nous demande, pour ce type d'algo, est-ce que le Java est le langage le plus approprié? À mon avis, non, mais il est peut-être plus facile de développer un algo plus aisément avec les librairies existantes en Java. Oui, alors là, on a tout fait à la main, hein, mais en Java, il existe aussi des librairies de plus haut niveau qui fournissent déjà le médiateur. Et en paramétrant cette bibliothèque-là, un peu comme on l'a fait ici en écrivant la couche main, là, eh bien, tu obtiendras la solution. Sauf que tu ne maîtrises pas ce que fait cet algorithme. D'accord. Ah, eh ben, on a un Non, false. pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il est arrivé à un score de 19 sur 25 et il a atteint en fait la limite de la minute qu'on lui a donnée. D'accord. Voilà, Effectivement. Et donc, il est à 19 sur 25. Donc là, typiquement, on revient à ce pourquoi sont faits les algorithmes génétiques. Ils sont faits pour trouver une solution acceptable. Si dans mon scoreur, je dis que pour un individu de 25 caractères, tout individu qui a une somme supérieure ou égale à 19 est une solution acceptable, eh ben, il va te sortir cette valeur-là. Tu vois ? D'accord. Bon, éventuellement, il faut peut-être remonter dans les générations si on avait eu un peu mieux. Je vois, il y a un 20 au-dessus dans les logs. 19, 18, 20. 20. Ouais, 19, 18, plus que 21, 20. on n'est jamais allé beaucoup plus haut. Hein. Mais à partir du moment où arriver à ce score-là, oui, ce qu'il faudrait faire, oui, ce que je n'ai pas fait ici, effectivement, parce que je n'ai pas sauvegardé les générations, en fait. Mais si on avait sauvegardé les générations, on pourrait revenir en arrière et chercher, puisque c'est le temps qui l'a arrêté, avec un score de 19, il serait effectivement intéressant de remonter en arrière pour chercher la génération qui a le meilleur score au-dessus de 19 et de sortir son meilleur individu, parce que cet individu-là, qui est à cette génération-là, est meilleur que celui qui nous a sorti au final. Parce qu'il y a eu un début de régression, en fait. Ouais. Ok, bon. Voilà, donc Bien. ça c'est pour la partie alphabétique. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? On est déjà en débordement, mais Ouais, d'accord. Bon, on s'arrête là. tant qu'il y Alors, a des gens, on continue. ce que je voulais dire vite fait, c'est que ici, c'est appliqué à une recherche de nombre, et que dans cette recherche de nombre, dans la génération du nombre, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on n'a plus un mot, mais on a un nombre. L'entité, c'est nombre. Voilà. Alors,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nombre aléatoire qui est une valeur positive de integer aléatoire. Et comme il faut que je la traite, je l'ai transformée en binaire. Et comme la valeur binaire renvoyée par cette méthode est tronquée, si le 1, le plus à gauche, ne fait pas 32 caractères, eh bien, il faut que je comble. Donc, j'ai comblé pour avoir des chaînes de 32 caractères, et il va rechercher ce nombre. Donc, en fait, ça vous prouve que le moteur générique est utilisable pour toute problématique que l'on peut transformer en une chaîne de caractères qui ne porte que des 0 et des 1. Donc, une chaîne binaire. Alors, il y a une petite question de Yannick. Quel est l'effort de multithreader ce type d'algo? Quel est l'effort, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça a demandé de multithreader ce type d'algo? Alors, je pense que rien, si ce n'est que de distribuer certains traitements, donc distribuer la sélection, ou distribuer le croisement. Ouais, mais c'est-à-dire que tu es obligé de faire une distribution entre chaque génération et puis de Oui, réunir toutes les données au moment du tri et de la génération pour trouver le meilleur élément. Oui, oui. Ouais, on peut faire ça. Donc là, déjà, la première chose pour laquelle a été rendu runnable le médiateur, c'est de faire un déclenchement et de ne pas attendre qu'il ait fini de travailler pour faire autre chose. On le fait s'exécuter dans un autre thread, et quand il aura fini, il mettra le résultat à disposition, et puis l'algorithme, pendant ce temps-là, pendant ce travail-là, peut continuer à faire autre chose. D'accord. Donc on peut imaginer lancer 3 algorithmes en même temps et prendre le meilleur résultat qui sort. Oui, aussi. Aussi, mais pas forcément intéressant pour l'occupation de la mémoire. Ah non, parce que si tout est concentré sur la même machine, mais après tu peux aller au-delà du multithreading, hein, tu peux faire du calcul distribué sur plusieurs machines. La problématique est la même. Ok. Après, ça va être des temps de transit dans les réseaux pour rassembler les résultats, tout à fait. etc. Là, il est conseillé d'être en réseau interne avec tout ce qu'il faut. Hein, on parlera de fibre optique, etc. pour optimiser les échanges. Ok, bon. Merci, du coup, pour cette session. Voilà, j'espère que ça a intéressé tout le monde. Y a-t-il, alors Sylvain qui nous demande, y a-t-il des avantages à rajouter de dichotomie pour justement multithreader? Alors, il a changé. Y a-t-il des avantages à rajouter de la dichotomie pour justement multithreader, ou bien cela dépend seulement du contexte abordé? Alors, surtout pas après avoir trié les individus, parce que sinon on va envoyer tous les meilleurs individus, les plus à gauche du tableau, dans un thread, et on va envoyer tous les mauvais, enfin les moins bons, dans un autre. Donc à ce moment-là, il faut surtout pas trier. Ok, formidable. Bon, eh bien, merci à tous. C'est moi. Et, bon appétit. Et donc, Bon appétit à tous. À bientôt.